Et bien le bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau live. Allez, c'est Tipar, comme dit Emile, effectivement, justement, c'est Tipar. Écoutez, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors, je vois qu'il y a dans le chat déjà pas mal de monde. Salut Laurent, salut Fixou, salut René alias Ugla, Mister Goose, bienvenue, Gilles Gier, Stéphane Philippard, ça fait un super bail, Fabstock, Nidouille, bienvenue, Happy to Dev alias Fred, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Pour celles et ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, j'ai fait un petit live à l'arrache des familles, juste histoire de relancer un peu la machine, mais j'ai rien raconté d'exceptionnel, on va dire. Cette semaine, on reprend plus les bonnes habitudes. J'ai trouvé un petit sujet de fond que j'avais préparé un petit peu avant les vacances. C'était au mois de juillet, mais au final, avec le trou noir de l'été, j'avais décidé de me dire je le ferai plutôt en septembre. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'architecture ARM. Ça fait un petit moment que je voulais parler un petit peu d'architecture processeur, de l'histoire processeur. Et là, on va parler essentiellement de l'histoire d'ARM, comment c'est né, qui a conçu ça, comment, etc., etc. Ouais, il fait nuit chez moi. Aujourd'hui, j'ai décidé de me mettre dans le noir et derrière, j'ai un fond noir. Voilà, sûrement que le format de la chaîne, donc pour répondre à Mister Chevenet dans le chat, je vais certainement changer un peu le format de tout ce qui est affiché. Voilà, j'y réfléchi depuis un moment et aujourd'hui j'ai décidé de mettre un fond noir. J'ai aussi des fonds verts, etc. Mais je ne savais pas trop quoi mettre sur le fond vert, donc c'est un fond noir et le décor va changer très prochainement, je le pense. Voilà. Alors, tu me dis, Nida, que je me prends pour Astronogeek. Ouais, bah écoute, j'ai tout le matos ici. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, j'ai un vrai studio photo et vidéo, puisque étant fan, là je digresse déjà un petit peu, je fais déjà un petit drift, étant fan de photographie, etc., depuis des années, et avec ma grande fille aussi, donc j'ai tout l'équipement pour tout ce qui est studio photo, des parapluies, des flash Cobra, des nids d'abeilles, etc., etc. Donc, effectivement, j'ai tout le matos et là j'ai décidé de mettre un fond noir. Voilà, histoire de changer. Donc, et donc on a l'impression que que je suis dans la nuit et que je ne suis pas dans la même time zone. Bon, trêve de plaisanterie. On va donc parler un petit peu de l'histoire d'ARM. Parce que en discutant à droite et à gauche, je me suis pas mal rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui parlent beaucoup de l'architecture ARM, parce que toutes et tous, on a ce genre de choses, hein, ce genre de petits objets, des téléphones mobiles qui sont pour l'immense majorité équipés de processeurs ARM, et donc on a l'impression que cette architecture existe depuis la nuit des temps, ce qui n'est pas faux quelque part, et que derrière ça reste un gros industriel à l'Intel ou ce genre de fondeur. Or c'est pas du tout le cas, et je trouve que c'est assez intéressant son histoire de comment elle est arrivée et comment elle a évolué dans le temps pour arriver justement à ce concepteur de microprocesseurs qui est Fabless. Donc je le rappelle, ARM n'a aucune usine dans le monde. ARM ne fabrique pas des microprocesseurs. ARM conçoit des microprocesseurs, conçoit des architectures qu'il revend sous licence à des industriels qui veulent l'utiliser. Donc on peut citer un des premiers utilisateurs de l'architecture ARM, donc c'est Apple par exemple, avec toute son architecture MA qui hérite dignement de l'architecture ARM d'antan. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est que ARM vendant des cœurs de microprocesseurs, des architectures sous licence, ils vendent un certain nombre de ressources, de propriétés intellectuelles, ils les louent plus précisément, et les industriels peuvent les modifier, les assembler un petit peu comme bon leur semble pour faire le CPU de leurs rêves, sous très souvent des SoC, System on a Chip, donc qui vont contenir donc un cœur de microprocesseur ou plusieurs cœurs de microprocesseurs, un sous-ensemble vidéo, souvent un GPU qui peut être de plus ou moins grande puissance selon les usages, typiquement Raspberry Pi.
que vous utilisez sans doute, est équipé d'un SoC ARM avec un petit GPU à l'intérieur qui permet déjà de faire des choses intéressantes, je dirais, là-dessus. Donc, alors, Nida dit quelque chose qui est intéressant dans le chat, c'est il y a deux types de licences, le full design avec les masques de gravure, la licence de spec, etc. etc. Et effectivement, je dirais qu'il y a aussi l'architecture, on dit, voilà, on prend un certain nombre de sous-ensembles qui sont déjà existants qu'on peut assembler, ou sinon effectivement on peut acheter un certain nombre d'autres licences, mais ça j'y reviendrai après, qui permettent je dirais de faire soi-même son propre design. Enfin, il y a plusieurs types de licences chez ARM, ce qui est vrai pour la plupart des fondeurs qui sont fabless pour le coup. Donc voilà. Donc si on revient un petit peu dans le passé, ARM ça vient d'où ? On va faire un petit retour dans le passé, fin des années 70. À la fin des années 70, en Angleterre, une fois n'est pas coutume, puisque l'Angleterre, il y a eu pas mal de constructeurs de systèmes micro-informatiques. Donc on va parler notamment là d'Acorn, mais il y a eu aussi Sinclair, que vous connaissez très probablement pour son fameux ZX81, ZX Spectrum et d'autres choses. Il y a eu aussi... chez Sinclair, son histoire a démarré dans l'hi-fi où Lord Sinclair, quand il a monté son entreprise, rachetait du matériel hi-fi qui était, on va dire, défectueux, le faisait réparer, le revendait après sous son nom et est arrivé ensuite au marché de la micro-informatique avec le ZX80, puis le ZX81 et ensuite a continué un petit peu ses gammes de micro-ordinateurs. En parallèle de ça, il y a eu effectivement la société qui s'appelait donc Acorn, qui a été fondée en 1978, plus ou moins on va dire à cheval entre 1978 et 1979, et c'est une entreprise qui a été fondée non pas par des ingénieurs, ce qui est assez rare à l'époque, parce que beaucoup d'entreprises de ce type à l'époque étaient fondées par des ingénieurs, mais plutôt on va dire par des, je vais pas dire des financiers, mais des gens qui étaient plus issus du commerce, mais qui avaient une vision tech, et notamment on va citer Hermann Hauser et Chris Curry. Chris Curry qui était vraiment l'un des grands cofondateurs d'Acorn et qui lui-même avait travaillé chez Sinclair pendant une grosse dizaine d'années de mémoire, entre 10 et 15 ans, je ne sais plus exactement. Et donc il est parti de Sinclair pour fonder Acorn Computers. Donc avec Hermann Hauser, et ils sont entourés à l'époque de personnages qui vont être assez clés sur le succès d'Acorn. Ça va être notamment Steve Ferber et Sophie Wilson, qui sont deux personnages clés sur vraiment le succès d'Acorn. Et petit spoiler d'avance, à l'époque Sophie Wilson ne s'appelait pas Sophie. À l'époque Sophie Wilson était une personne qui s'appelait Roger, puisque c'est une personne qui est transgenre, et j'en parle tout de suite, comme ça on s'en débarrassera après, et je parlerai uniquement de Sophie, non pas de Roger. Sophie Wilson, donc Roger Wilson a changé de sexe en 1994 de mémoire, et donc Nida dit merde, j'allais dire Roger sans déconner, bah oui, sans déconner, c'était Roger. Et donc Roger a fait une transition en 1994 pour devenir Sophie, ce qui ne change rien du tout à l'histoire, mais c'est juste pour parler un petit peu de ce fait qui était déjà pas très courant à l'époque. Et donc, on va revenir sur l'histoire d'Acorn. Donc, Acorn a été fondé en 1978. Et l'idée, c'était de sortir une première gamme de micro-ordinateurs qui soit accessible au grand public. Enfin, je ne refais pas l'histoire, c'était à la fin des années 70, début des années 80, où la micro-informatique a commencé vraiment à pénétrer le marché, j'ai envie de dire, et il y avait beaucoup d'entreprises qui s'y lançaient. Et donc, ils ont sorti leur premier ordinateur qui s'appelait l'Acorn Electron. Voilà, l'Acorn Electron qui était basé sur un 6502. Très classique, qu'on va retrouver dans l'Apple II, qu'on va retrouver dans différentes consoles aussi, dont la NES et puis d'autres micro-ordinateurs assez connus, donc qui était fabriqué par MOS Technology, entreprise qui a fourni des batchs entiers de microprocesseurs à plein de constructeurs de l'époque, qui étaient donc en concurrence avec le fameux Z80 qui était fabriqué par Zilog. Ce sont globalement les deux microprocesseurs qu'on va retrouver énormément dans les designs de l'époque.
Et donc, cet ordinateur, l'Electron, a commencé son petit bonhomme de chemin, etc. Et il y a eu quelque chose, un petit événement qui a été assez intéressant en Angleterre. Et on a eu à peu près exactement la même chose au milieu des années 80. La BBC, la fameuse chaîne de télévision, qui était très impliquée dans tout ce qui était éducation, etc., voulait se lancer dans la micro-informatique et donc dispenser des cours et initier un peu la jeune génération, et pas que la jeune génération d'ailleurs, mais en tout cas initier la population à tout ce qui était usage de la micro-informatique, de la programmation, tout ça à des fins d'éducation. Donc la BBC, ce qu'il faut savoir, est assez connue pour avoir fait énormément de documentaires. Les documentaires de la BBC sont très connus, etc. Ils ont comme ça navigué dans beaucoup de différents comment dirais-je, domaines. Et donc, ils se sont lancés sur la partie micro-informatique, mais la BBC n'étant pas une entreprise d'ingénierie, ils ont lancé un appel d'offres à l'époque en disant, bon bah voilà, ce qu'on veut construire, c'est un ordinateur baptisé le BBC, l'ordinateur de la BBC, qui permettra donc d'être construit, d'être commercialisé à des tarifs qui sont relativement accessibles aux gens et que les gens puissent s'initier notamment au travers de tout ce qui serait produit par la BBC, que ce soit des fascicules, des documentaires ou ce genre de choses, etc. Et donc c'est quelque chose qui a été lancé, je dirais, tout début des années 80, entre 80 et 81, si ma mémoire est bonne. Vous me direz si je dis des bêtises. Mais voilà, ça a été lancé au début des années 80. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, Acorn s'est positionné sur ce marché. C'est important tout ce que je vous raconte là pour la suite. C'est positionné sur ce marché puisque c'était un appel d'offres et notamment un appel d'offres public avec beaucoup de participants. Et à l'époque, Steve Ferber, me semble-t-il, non, Chris Curry a demandé à Steve Ferber et Sophie Wilson de dire est-ce que vous seriez capable de concevoir un micro-ordinateur en une semaine, de faire un prototype d'ordinateur qu'on puisse montrer à la BBC et de voir si on est capable de remporter ce marché. Et donc c'est un défi qu'ils ont relevé tous les deux. Ils ont construit donc le premier prototype de l'Acorn de BBC, le fameux BBC Micro. Donc vous avez peut-être sans doute entendu parler déjà, donc qui est un ordinateur qui a eu un très grand succès dans les pays anglo-saxons, surtout au Royaume-Uni, puisque c'était vraiment pour pénétrer ce marché essentiellement. Beaucoup plus anecdotique dans d'autres pays comme la France ou l'Allemagne, des pays européens où il était quand même beaucoup plus anecdotique. Mais quelques personnes en avaient. Et donc cet ordinateur, ce prototype a été présenté à la BBC et ils ont été tellement emballés à l'époque qu'ils ont remporté cet appel d'offres et donc ainsi est né le BBC Micro. Qui a permis de prendre ce marché auprès de la BBC et donc d'inonder le marché anglais, notamment avec ces ordinateurs qui étaient relativement accessibles en termes de tarifs et puis qui répondaient un petit peu aux exigences de l'époque, c'est-à-dire de la mémoire un petit peu pour travailler, du stockage cassette, quelque chose d'un peu robuste avec une grosse unité centrale assez robuste qu'on puisse connecter à sa télé, etc. etc. Donc, des standards de l'époque. Donc ça, c'était un premier pas, sachant que ensuite l'industrialisation de ce prototype s'est faite assez rapidement et donc dès 1981-82, le BBC Micro est arrivé sur le marché avec les premières versions. L'avantage c'était aussi qu'il avait un BASIC intégré, comme beaucoup d'ordinateurs de l'époque, qui avait été conçu notamment par Sophie Wilson. Donc Sophie Wilson, c'est un personnage assez central et assez intéressant parce que c'est une personne qui avait des compétences dans différents domaines, puisque à l'époque diplômée avec un diplôme donc d'ingénieur, plutôt on va dire ce qu'on appelait à l'époque plutôt en électricité, électrotechnique, enfin c'était diplôme d'ingénieur généraliste avec une spécialité, je dirais, sur la partie numérique. Et donc cette personne avait des compétences et en hardware et en software, puisque Sophie Wilson a codé un très très grand nombre de logiciels et donc la première version donc, du BASIC pour le BBC Micro et donc a fait aussi d'autres évolutions par la suite. Donc ça, c'était la première étape, on va dire, d'Acorn Computers quand elle est arrivée sur le marché. Et ça a été un très grand succès, ce qui leur a permis donc, d'engranger quand même des sommes assez conséquentes et de pouvoir développer leur activité en lançant d'autres versions du BBC Micro. Et quelque chose trottait dans la tête depuis un petit moment. C'est qu'à la même époque, 1981, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'IBM PC est arrivé sur le marché.
Or, ça a été, entre guillemets, une révolution, parce qu'on venait titiller un petit peu le marché des professionnels, et Acorn, au travers de ses dirigeants qui avaient une soif aussi de prendre le marché, a souhaité aller sur le marché professionnel, et donc concevoir une machine qui serait à destination des professionnels. Évidemment, ils se sont dit à l'époque que une machine comme le BBC Micro, ça pouvait pas servir nécessairement professionnel, parce que limité, parce que pas forcément conçu dans cette optique-là. Et donc l'idée, c'était de concevoir une machine qui puisse aller toucher les professionnels, avec une architecture qui soit entre guillemets relativement simple, efficace et évolutive. Et donc ainsi a germé dans l'idée de se dire, ok, on va essayer d'attaquer ce marché, mais en créant, enfin, sans utiliser des microprocesseurs ou des chips qui sont vraiment disponibles sur le marché. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, Sophie Wilson et Steve Ferber sont allés visiter un certain nombre d'usines, là où étaient conçus notamment les 6502. Ils sont allés aussi voir des équivalents, parce que l'objectif pour eux, c'était vraiment d'avoir une vision sur le long terme, et de se dire, travailler avec un ordinateur 8 bits, ça leur semblait pas une vision de long terme. Donc ils voulaient déjà aller tâter le marché du 32 bits. Donc ils sont allés voir des différents fondeurs de microprocesseurs, différents concepteurs, mais ils se sont rendus compte qu'ils n'ont rien trouvé vraiment qui correspondait à leurs besoins. Et là a germé l'idée à Sophie Wilson de se dire, mais pourquoi ne pas concevoir notre propre microprocesseur? Et donc elle s'est attelée à la tâche à l'époque de se dire, ok, on va concevoir un microprocesseur, mais un microprocesseur qui soit simple, qui ait un jeu d'instruction qui soit simple, un jeu d'instruction qui soit pérenne, évolutif, nativement en 32 bits, et avec des coûts de fabrication qui soient relativement modérés. Donc c'était un petit peu la fiche technique qui s'était mise en tête. Et donc ce qu'a fait Sophie Wilson, elle a commencé à concevoir un jeu d'instructions qui était basé justement sur comment je dirais, la déclinaison RISC. Donc Reduced Instruction Set Computer, donc un microprocesseur à jeu d'instructions réduit. Pourquoi? Parce que ça permettait de pouvoir concevoir un jeu d'instructions qui était à la fois simple, qui était à la fois simple entre guillemets à concevoir, à comprendre, à exploiter, mais aussi à implémenter dans le système. On se remet dans le début des années 80. Concevoir des microprocesseurs, c'était pas simple, et notamment beaucoup de processeurs étaient en technologie CISC, notamment toute la série des X86 et d'autres familles. Les Motorola 68000 sont aussi des processeurs CISC. Donc CISC, qui est Complex Instruction Set Computer. Donc l'avantage du RISC, c'est qu'on a un jeu d'instructions qui est réduit, qui est très simple, et ça permet de simplifier le design du microprocesseur et d'obtenir des performances assez intéressantes, sachant que la plupart des optimisations qu'on va obtenir, on va essayer de faire reposer un peu plus finalement l'optimisation et le travail en amont sur la chaîne de compilation. C'est beaucoup plus ça, alors qu'au niveau CISC, on va avoir des instructions qui peuvent faire beaucoup d'opérations au final, par exemple une multiplication ou une division, ou comment je dirais, gérer un adressage mémoire indirect, indexé, etc. Donc tout ça, c'est souvent plein de micro-instructions. D'ailleurs, il y a du microcode dans nos processeurs actuels, du microcode qui va attaquer finalement un sous-ensemble du microprocesseur, qui est une sorte de microprocesseur RISC. Donc un jeu d'instructions réduit, donc qui va assembler un certain nombre de microcodes et les exécuter. Par opposition, l'architecture RISC ne va pas avoir ceci, donc il ne va pas y avoir une couche intermédiaire, et donc on va avoir un jeu d'instructions qui est directement utilisable, exploitable et implémenté par le processeur. Et bien évidemment, la plupart des optimisations qu'on va pouvoir faire, ou des choses qu'on va pouvoir faire, on va les faire reposer essentiellement beaucoup plus sur la chaîne de compilation. Un peu comme les architectures VLIW, VLIW. Mais ça, j'en reparlerai lors d'un autre live. Et donc, Sophie Wilson s'est attelée à concevoir un jeu d'instruction, et à l'époque, les seuls outils, parce qu'il faut rappeler que Acorn n'était pas une entreprise qui était une entreprise de conception de microprocesseurs. Donc l'idée, c'était de concevoir d'abord un jeu d'instruction, une architecture, et ensuite de la faire fabriquer par une entreprise tierce. Et donc ce qu'a fait Sophie Wilson, elle a conçu tout ça, et elle a conçu tout ça en BASIC. Elle s'est appuyée sur le BBC Micro, une version modifiée du BBC Micro, sur lequel elle a créé son jeu d'instruction
pour l'architecture ARM, la première architecture ARM, et elle l'a conçue en BASIC pour valider notamment le fait que le jeu d'instruction était simple, il était il était efficace, il était aussi orthogonal, un jeu d'instruction orthogonal, c'est-à-dire qu'on peut utiliser n'importe quel type de registre à peu près pour n'importe quel type d'opération. Ça veut dire que si vous regardez la matrice des opcodes tels qu'ils sont représentés dans le microprocesseur, c'est quelque chose qui est très ordonné. C'est-à-dire qu'on n'est pas un peu comme le x86, voire le z80, avec des instructions. On a l'impression qu'elles ont été posées là, dans la matrice des instructions, un petit peu au hasard, qu'elles ont été rajoutées au fur et à mesure du temps. Ce qui n'est pas complètement faux d'ailleurs. Et l'avantage du RISC est d'avoir un jeu d'instruction qui est très orthogonal, c'est que ça permet aussi de simplifier les outils de compilation, l'optimisation, la façon dont on encode et décode les instructions, etc. Donc ça a quand même beaucoup d'avantages. Et donc Sophie Wilson a développé donc un simulateur et un émulateur de microprocesseur RISC avec le BBC BASIC pour valider un petit peu toutes ces étapes. Et comme je disais, le BBC Micro était un ordinateur qu'elle avait modifié pour ajouter un deuxième 6502. Il y avait un premier 6502 qui permettait de coder un petit peu son émulation, sa simulation du jeu d'instruction, et un deuxième 6502 qui servait à la simulation, et donc qui a permis de valider tous les concepts de ce microprocesseur. Une fois qu'ils sont arrivés à une version, alors quand je dis ils, parce que c'est Sophie Wilson et Steve Ferber qui ont beaucoup travaillé à ça, mais c'est principalement Sophie Wilson qui a travaillé sur le sujet, ils en ont donné le design physique à une entreprise dont c'est le métier de fabriquer des microprocesseurs et de fondre des microprocesseurs, qui est VLSI, qui est une entreprise qui est relativement connue sur le marché de l'informatique. Et donc, VLSI a fondu la première version du microprocesseur. Alors, je vois qu'il y a une petite question de Hiroja dans le chat. RISC, entre parenthèses, -V, donc -5, est toujours utilisé, non, dans les smartphones. Alors en fait, RISC-V, quand on parle d'architecture RISC, qui est une architecture, c'est un modèle d'architecture de microprocesseur. RISC-V, effectivement, c'est hérité, là je fais juste une petite parenthèse pour éclaircir un petit peu le sujet. RISC-V, c'est hérité de l'architecture MIPS, MIPS qui était aussi un grand fabricant de processeurs RISC dans les années 80 et 90, notamment utilisé dans les stations de travail Silicon Graphics. Donc quand on parle de RISC-V, c'est en fait une évolution de l'architecture MIPS qui est arrivée vers sa propre architecture, mais pareil, je ferai un live dédié sur le sujet prochainement. Ça permettra un petit peu d'éclaircir le sujet, sachant que RISC-V est une architecture de microprocesseur aussi à surveiller de très très près. Voilà. Et RISC-V n'a pas encore remplacé ARM, et je ne sais pas si c'est la volonté justement du consortium RISC-V de remplacer ARM, mais en tout cas sa volonté, c'est surtout d'avoir une architecture RISC qui est ouverte et que n'importe qui peut utiliser, implémenter ou modifier sans payer de royalties. Donc l'approche est tout à fait différente. Voilà. De rien, Hiroja. Mais j'y reviendrai dans un prochain live, on en reparlera, parce que aussi l'histoire de RISC-V est hyper intéressante. Et donc je reviens donc à la partie VLSI, donc qui a fabriqué la première version du processeur ARM, donc qui était un processeur 32 bits avec seulement de mémoire 25 000 transistors. Ce qui peut sembler beaucoup quand même, mais ce qui est très très peu comparé à des processeurs à peu près analogues qui allaient à peu près sur le même marché. Si on reprend le 68 000, et notamment si on se repositionne à peu près à l'époque où il y avait déjà les 68010, 68020, 68040 qui allaient arriver de mémoire, vous me corrigerez sur les dates si je dis des bêtises, mais le 68020 c'est à peu près 82, 83 de mémoire, et ils avaient à peu près ils avaient plus de 100 000 transistors déjà, je crois que le 68000 avait plus de 100 000 transistors, le 68020 avait près de 200 000 transistors, donc ce qui était quand même beaucoup plus, entre 8 et 10 fois plus en nombre de transistors. Donc vous voyez, moins de transistors avec une bonne densité, ça permet aussi de produire plus de CPU sur la même surface de système, donc de faire diminuer les coûts. C'est quand même super intéressant. Et donc on arrivait vraiment vers l'objectif de pouvoir proposer du matériel assez évolué pour un coût qui était finalement moindre que les équivalents 32 bits de l'époque. Sachant qu'en plus, la première version du processeur ARM développait déjà une très bonne puissance, parce qu'il développait plus de 4 MIPS à 8 MHz, sachant qu'effectivement un processeur équivalent qui était le 68000, 68020 arrivait quasiment à la moitié ou un peu plus que la moitié de cette performance pour la même fréquence, sachant que c'est un processeur qui était beaucoup plus complexe. Donc on se dit qu'il y avait quand même
Ils avaient touché du doigt quelque chose, c'est-à-dire en termes d'architecture, en termes d'objectifs, quelque chose qui était intéressant, c'est-à-dire qu'ils arrivaient à développer plus de performance par watt et par coup d'horloge que des équivalents qui étaient déjà là, qui étaient beaucoup plus, soi-disant beaucoup plus matures sur le marché, mais qui étaient en technologie CISC. Donc en fait, ça permet de se dire, ok, maintenant qu'on a conçu un processeur, on ne va pas concevoir un ordinateur tout de suite pour le marché, un ordinateur professionnel, ce serait ultra risqué. On va essayer de le valider dans un ordinateur, plutôt de l'utiliser en tant que coprocesseur. Et c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que le ARM V1, alors je rappelle, oui, je disais qu'il avait, je reviens juste un petit peu en arrière, je parlais donc de son nombre de transistors, etc. Et sachant que je vous ai dit qu'il était en 32 bits en interne, pour autant, le bus interne était en 27 ou 28 bits. Pardon, pas le bus interne, le bus externe qui permettait donc de contrôler, de dialoguer avec son environnement. Comme beaucoup de processeurs, hein, par exemple. Certes, la plupart des processeurs Intel peuvent travailler par exemple en 64 bits en interne, mais n'exposent en vérité sur le bus externe qu'une partie de ces 64 bits parce que c'est pas nécessaire d'exposer le tout. Donc de la même façon, pardon, l'ARM était 32 bits purs en interne, mais il n'exposait sur son bus physique qu'une partie des bits disponibles sur son bus d'adresse et son bus de données. Voilà. Ça, c'était, je referme cette petite parenthèse. Et donc, la première version de l'ARM a été utilisée dans une évolution du BBC Micro comme coprocesseur. Il a servi notamment dans les outils internes chez Acorn pour concevoir l'ARM, les versions plus évoluées de l'ARM et concevoir donc toute la partie électronique. C'est-à-dire que l'ARM V1 servait finalement dans les machines en premier lieu de coprocesseur au 6502 qui était déjà là. Et donc cet ARM servait à piloter les signaux vidéo, piloter des entrées-sorties, etc. Sachant qu'il développait une puissance qui était beaucoup plus élevée que le 6502 qui était à l'intérieur. Donc on était finalement avec un coprocesseur qui était bien plus performant que le processeur principal de la machine. Et donc ça a évolué comme ça, et donc ce qui s'est passé, c'est que la partie ordinateur pour les professionnels n'a jamais vraiment pris en tant que tel, si je résume un petit peu les choses, mais ils se sont dit qu'il y avait une demande. Puisqu'ils avaient ils ont réussi à contractualiser avec un certain nombre d'entreprises dont DEC Digital Equipment pour pouvoir avoir une licence de ce cœur de microprocesseur pour que DEC l'implémente dans ses propres machines, certaines machines en tout cas, ou certains équipements de leurs ordinateurs et de leurs calculateurs. Et donc, bon an mal an, finalement, Acorn a évolué jusqu'à la fin des années 80 finalement à concevoir ce processeur et en faire un certain nombre imaginez un certain nombre d'ordinateurs et le vendre son cœur sous licence à d'autres constructeurs. Donc Acorn est arrivé à un moment donné à sortir un certain nombre de machines début des années 90 qui était le RISC PC, qui était une très très bonne machine, donc basée sur de l'ARM évidemment, puisque c'était leur création en interne. Il y a eu aussi l'Archimède pour celles et ceux qui ont connu, qui étaient vraiment des machines vraiment assez exceptionnelles pour l'époque. À des prix relativement corrects, accessibles, mais ils n'ont jamais réussi à percer le marché pour différentes raisons. Le fait qu'ils n'étaient pas forcément très implantés partout dans le monde, une marque un peu méconnue en dehors de l'Angleterre, etc. Donc, bref, quelque part, ils n'ont pas vraiment réussi sur ce terrain, mais ils ont en 90, donc créé la holding, puisqu'ils commençaient à vendre du cœur de CPU sous licence, la holding ARM. Donc ici, initialement, ARM signifiait Acorn RISC Machine. Donc Acorn RISC Machine, c'était le sigle du processeur, et en créant cette holding, ils ont juste changé le A qui signifiait Acorn en Advanced RISC Machine. Et donc cette entité, ayant été créée par Acorn et d'autres investisseurs, s'est un peu séparée de la maison mère et a commencé à vivre sa propre vie pour vendre sous licence des versions de l'ARM V1, V2, V3, V4, etc., etc. Et donc ils ont fait évoluer leur
et leur modèle économique d'une part, et leur design de CPU d'autre part, ce qui a permis donc de prendre un marché qui à l'époque n'existait pas. Il faut rappeler que la plupart des concepteurs de microprocesseurs concevaient leurs microprocesseurs et les fabriquaient. Voilà, donc c'est ça qui est assez étonnant parce qu'ils ont créé un marché finalement qui n'existait pas et on voit aujourd'hui qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui commencent à pénétrer un peu ce marché et qui deviennent fabless comme on dit, donc qui n'ont pas d'usine, qui fabriquent des designs, uniquement des designs d'ingénierie, de logique qui peuvent vendre à d'autres entreprises. Et donc Sophie Wilson est restée chez Acorn et a participé à la création d'ARM et d'autres choses pendant très longtemps. Sophie Wilson a finalement, après cette phase de création du premier cœur ARM, de sa simulation, de son industrialisation, etc., a fait aussi les premiers portages logiciels sur l'ARM, c'est-à-dire elle a porté le BBC Basic qu'elle avait conçu sur l'architecture ARM et un certain nombre d'autres outils, ce qui permettait aussi de valider et de commencer à apporter du logiciel sur cette architecture qui était naissante courant des années 80, qui devenait mature au début des années 90. Et puis ARM finalement a continué comme ça pendant les années 90 et est resté, en tout cas pour le grand public et même pour je dirais les initiés, une architecture CPU qui était intéressante, qu'on voyait du coin de l'œil mais qui restait encore assez discrète. Et c'est vraiment au début des années 2000 que ARM a commencé à prendre énormément de puissance et à prendre le marché. Pour différentes raisons, la téléphonie mobile qui est arrivée, rappelons qu'au tout début des téléphones mobiles, quand les téléphones mobiles sont arrivés milieu des années 90, fin des années 90, ils étaient pilotés beaucoup par des microcontrôleurs et certains des premiers microcontrôleurs étaient basés sur de l'architecture ARM. On peut citer notamment la famille des Nokia 3310, etc., qui étaient basés sur des microcontrôleurs qui avaient des cœurs ARM V6 ou ARM V7, je ne me souviens plus exactement. En tout cas, fin des années 90, début des années 2000, ça commençait, tout le marché de l'embarqué commençait à chercher des alternatives justement pour avoir des processeurs qui soient des processeurs économes en énergie, faciles à programmer, faciles à produire, peu chers à produire, ce qui n'était pas le cas des processeurs Intel ou de la famille des x86. Donc chez Avnet, tu dis par exemple l'Epsion, oui, l'Epsion était typiquement comment je dirais, des équipements qui s'accordaient bien à utiliser ce type de processeur. Hey, salut Toplin, bienvenue, et qui me lance un raid avec 20 personnes. Et bah écoutez, bienvenue dans ce live. Merci beaucoup pour ce raid, ça fait énormément plaisir. Pour celles et ceux qui viennent d'arriver, donc je parle de l'histoire de l'architecture ARM et donc comment elle est née. Et pour refaire un petit peu la lumière sur cette partie de l'histoire, parce qu'on a tendance à penser que ARM ça a toujours été un constructeur qui a toujours existé. Or c'est pas un constructeur, c'est un concepteur de processeurs. Et donc je racontais de comment ça a été créé l'architecture ARM depuis Acorn au tout début des années 80. Donc bienvenue à toutes et à tous, ça fait plaisir de vous avoir ici. Donc je disais effectivement, donc il y avait l'Epsion. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez aussi, tout début des années 2000, il y avait un certain nombre de petits ordinateurs, notamment des ordinateurs sous Windows CE, qui étaient beaucoup sous architecture MIPS. Et il y a eu effectivement pas mal de petits ordinateurs portables, des mini-tablettes de l'époque, on va dire, qui étaient soit sous architecture MIPS, soit sous architecture ARM, puisque c'était des CPU qui avaient des designs qui étaient simples, élégants, efficaces et très économes en énergie. 32 bits qui plus est, donc ça permettait de pouvoir produire des équipements avec des prix, des tarifs relativement, on va dire, contenus, et avoir une certaine garantie d'être un peu indépendant par rapport à des fondeurs comme Intel, etc. Voilà. Donc, comme je le disais, quand on est arrivé au fin des années 90, début des années 2000, on a eu l'avènement des téléphones et notamment des smartphones en 2007, qui fait que ARM a pris une place prépondérante parce qu'ils ont su placer leurs pions aux bons endroits et de nouer les bons partenariats avec les bons fabricants pour justement un peu inonder le marché de la téléphonie mobile et de tout ce qui touche aux équipements mobiles avec des cœurs sous licence ARM.
Donc en différentes versions, hein, que ce soit aujourd'hui, hein, les ARM, alors ARM V1 est plus du tout utilisé, mais il n'est pas rare de pouvoir voir des processeurs ou des microcontrôleurs qui sont basés sur des cœurs ARM V5, V6 ou V7 par exemple, avec différents jeux d'instructions. Ce qui est assez intéressant dans le design originel de Sophie Wilson, c'est que dès le début, l'architecture a été pensée pour l'évolutivité. Je l'ai dit plusieurs fois dans le live, c'est-à-dire que le jeu d'instruction initial était le jeu d'instruction de base, minimal. Comme dit Nidou, oui, ça aurait pu être MIPS à la place d'ARM s'ils avaient été bons. Donc le jeu d'instruction initial ARM V1 entre guillemets est toujours disponible, c'était le jeu d'instruction de base, mais tout était pensé pour pouvoir amener des extensions de ce jeu d'instruction facilement, et donc ces extensions sont arrivées avec les extensions pour tout ce qui est calcul mathématique en virgule flottante, les extensions, par exemple le jeu d'instruction SUMB par exemple, qui est un jeu d'instruction qui est relativement dense. Il y a eu le jeu d'instruction aussi assez anecdotique, fun fact, le jeu d'instruction Jazelle. Jazelle qui était un jeu d'instruction pour exécuter directement le bytecode Java par le microprocesseur. Alors, sur le papier, c'était une bonne idée parce qu'à l'époque, Sun Microsystems, quand ils ont créé Java en 1995, quand ils l'ont lancé en 1995, Sun Microsystems fabriquait aussi des processeurs Java qui permettaient d'exécuter le bytecode Java directement dans du silicium et non pas en passant par une machine virtuelle, on va dire, totalement software. Donc ARM est arrivé avec ce jeu d'instruction Jazelle sur ce marché, mais c'est quelque chose qui n'a pas pris parce que c'était pas du tout mature, c'était pas tout à fait pensé pour être exploitable tel quel, et en fait quelque part c'était une sorte de VM avec du microcode quelque part dans le jeu d'instruction Jazelle qui permettait de pouvoir se mapper sur les vraies instructions du processeur ARM, mais bon, il y avait plein de défauts qui fait que pour les téléphones mobiles, etc., c'était une bonne idée, sachant qu'il y avait beaucoup Java Mobile Edition qui tournait dans beaucoup de téléphones. Android amenait aussi beaucoup le Java, etc. Mais il y avait un tel écart entre ce que faisait le hardware et les exigences du software que ça n'a jamais vraiment pris. Voilà. Mais sachez que le jeu d'instruction Jazelle a existé. Donc je vous passe toutes les extensions qui peuvent exister dans le jeu d'instruction ARM. Il y a beaucoup de jeux d'instructions sur les instructions vectorielles, par exemple, pour faire du SIMD, du MIMD. SIMD, MIMD, donc Single Input Multiple Data, ou MIMD, Multiple Input Multiple Data, ce qui permet donc de pouvoir paralléliser et de calculer plusieurs valeurs en une seule instruction. Voilà, il y a beaucoup d'instructions qui sont arrivées comme ça, beaucoup d'extensions. Certaines sont dédiées vraiment au monde de l'informatique de tous les jours, d'autres sont plus dédiées pour arriver à une forme de compacité pour que ça rentre dans des téléphones ou des petits devices, typiquement les box TV. Beaucoup de box, typiquement, prenez une Freebox par exemple, il y a du processeur ARM à l'intérieur, ou d'autres box partout, et donc effectivement, les concepteurs de hardware vont se dire, voilà, j'ai tel usage, j'ai besoin de tel type de jeu d'instruction, je vais prendre ça, je vais acheter une licence chez ARM, je vais concevoir mon propre SOC, et puis je vais pouvoir l'intégrer, s'il n'existe pas déjà sur le marché, le faire fabriquer et l'intégrer directement dans mes équipements. C'était aussi la démarche d'Apple dès son premier iPhone, de pouvoir acheter une licence ARM, de pouvoir en faire sa propre version et ensuite de pouvoir l'industrialiser. Voilà un petit peu pour cette histoire assez rapidement expliquée. Il y a tellement de choses à dire parce que si je commençais à drifter, j'en aurais pour des heures à raconter, en plus de l'histoire d'Acorn, de Sophie Wilson, de Steve Ferber, d'ARM, etc. Il y a beaucoup de choses à raconter, mais je voulais refaire un petit point sur l'historique d'ARM et de voir qu'en fait c'est parti d'une idée qui était toute bête, qui était, je ne vais pas dire un délire d'ingénieur, mais en tout cas une idée d'ingénieur, une intuition qui s'est révélée être une très très bonne intuition, qui finalement derrière a été vraiment bien articulée, bien comment je dirais, qui a eu un bon effet de levier pour pouvoir pénétrer le marché comme il se doit, et donc de se retrouver finalement aujourd'hui en quasi-situation de monopole. Situation de monopole qui commence à être légèrement égratignée par l'architecture RISC-V, comme je l'ai dit, j'en parlerai dans un prochain live, qui est une architecture à suivre, qui est encore loin d'être au niveau d'ARM, puisqu'il n'y a pas aussi le même historique, les enjeux ne sont pas exactement les mêmes, mais qui est une architecture qui est vraiment à suivre. Et Nida en a déjà parlé plusieurs fois dans ses lives, je vous suggère d'aller voir ses replays si elle les a mis à dispo. C'est des choses dont on parle assez souvent parce que ça permet aussi de résoudre pas mal de problématiques, d'avoir une architecture qui est totalement
totalement ouvertes et sur lesquelles les pouvoirs politiques, mon Dieu, par exemple, n'ont pas d'emprise puisque c'est de l'open hardware et c'est un design libre. C'est-à-dire vous, moi, n'importe qui peut prendre directement un design RISC-V et de pouvoir l'implémenter dans du Silicium sans reverser un quelconque droit d'auteur à qui que ce soit. Et ça, c'est quand même intéressant parce qu'on revient sur du open hardware, sur tout ce qui touche finalement à l'open source et notre capacité à reprendre du code, là ici un design électronique, et de pouvoir en faire presque ce que bon nous semble. Voilà. Donc Nida nous dit ARMv8, c'est l'introduction du 64 bits, absolument, puisque je parlais tout à l'heure de la partie ARM qui était initialement 32 bits, mais qui a su évoluer aussi par rapport aux besoins du marché, donc en apportant le 64 bits, en plus des jeux d'instruction que j'ai parlé tout à l'heure. Voilà. Donc voilà un petit peu pour cette rapide histoire d'ARM, de comment elle est arrivée. Je vous suggère, il y a beaucoup de ressources qui existent, d'interviews, et que ce soit écrites ou vidéo, de Sophie Wilson. Je vous conseille d'aller voir, c'est une personne extrêmement intéressante à plus d'un titre, parce que c'est vraiment l'archétype même de l'ingénieur qui sait précisément ce qui doit être fait, comment ça doit être fait, et qui a vraiment eu des approches très pragmatiques d'ingénieurs, résoudre des problématiques pour un besoin bien précis. Et je trouve ce genre de personne assez intéressante, parce que elle montre que on reste pas dans notre carcan de j'ai mes outils, j'ai mes trucs, je sors pas de ma zone de confort, et de sortir de sa zone de confort et de créer quelque chose de plus grand. Et je pense que c'est vraiment assez intéressant de le voir aussi sous cet angle. Voilà pour ce live. Je crois... Titi Moby, non, je parlais pas de toi. Mais par contre, on va aller sur ton live, Titi Moby. Je crois que tu live tout de suite après. Donc on va aller arriver sur ton live. On va se faire un petit raid, si tu es prêt. Voilà, donc la prochaine fois que vous utiliserez votre Raspberry Pi, votre smartphone ou ce genre de choses, vous vous direz ok, l'architecture d'ARM, c'est pas arrivé comme ça, c'est un truc qui a été imaginé par une ou deux personnes à la base, et en 30 ans qui est devenu finalement un leader du marché, grâce finalement à une bonne idée au bon moment et avec les bons leviers pour que ça puisse émerger. Voilà pour ce sujet. Donc, comme je le disais, une prochaine fois, je ne sais pas si ce sera le prochain live, mais pourquoi pas. Je ne sais pas encore ce dont je vais parler lundi prochain. Je vous parlerai de l'architecture RISC-V, un petit peu de son histoire, comment c'est arrivé. Et puis, on va aller décrocher sur le live de l'ami Thierry. Je pense que on peut aller le voir. Il y a pas mal de choses à nous raconter de ce que je sais. Donc je vous remercie infiniment d'être venu me voir, d'être passé m'écouter, cette petite tranche de l'histoire. Je vais vous souhaiter une excellente semaine. J'espère que la rentrée n'a pas été trop dure pour celles et ceux qui ont repris cette semaine. Je vous fais plein de bisous. Je vais déjà démarrer le raid vers Titi Moby. Hop, est-ce que le raid a été créé? Le raid est créé et on va aller décrocher chez l'ami Thierry qui a énormément de choses à nous raconter. Comme d'habitude, ça va être passionnant. Donc, plein de bisous. Merci beaucoup à Top Clean pour le raid. Ça fait super plaisir. Donc, j'espère que vous repasserez par ici. Je stream tous les lundis à 12h15. Et sinon, vous pouvez retrouver les replays sur ma chaîne YouTube. Voilà, si ça vous intéresse. Allez, on part chez l'ami Thierry. Moi, je vous fais des bisous. Ciao, ciao, bye bye.